Bonjour Roger Langlais. Bonjour. Donc je ne vais pas me dédire par rapport à ce que j'ai dit au tout début, en vous introduisant tout à l'heure, donc qu'on était vraiment face à un scandale sanitaire d'une ampleur inimaginable, comme j'espère on va pouvoir peut-être en informer nos auditeurs. Votre livre s'appelle Nanotoxique, une enquête. On peut considérer d'ailleurs, il y a maintenant pas mal de livres de vulgarisation sur les nanos. Généralement, presque tout le temps, ils sont pro-nano, bien sûr. Oui, presque toujours. Oui, presque toujours. Et eh bien, voilà une enquête très fouillée qui montre que vous n'êtes pas pro-nano, c'est le moins qu'on puisse dire, et qu'on est face à un danger technologique récent, moderne, nouveau, et qui est très inquiétant, en particulier, on va le voir de manière continue par sa taille. Donc, ma première question est, est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est long? Est-ce que c'est une entreprise qui est laborieuse que d'arriver à faire une telle enquête? Parce qu'elle est fouillée, cette enquête. Oui, je l'ai effectivement fouillé parce que les enjeux sont tellement importants là que. Alors c'est très vaste. C'est surtout ça la difficulté, c'est que les nanotechnologies, il y en a partout aujourd'hui, Oui. dans tous les secteurs industriels, y compris au sein des laboratoires pharmaceutiques. Oui. Non, vraiment, bon, le textile, l'agroalimentaire. L'aéronautique, etc. Et à chaque fois, des types de nanos qui peuvent être différents, exploités différemment, spécifiés différemment, enfin travaillés différemment, donc avec des propriétés, etc. Et puis, malgré tout, je dirais que ça a été facile parce que c'est d'abord parti d'une fascination, en fait. Oui. Hein, avec une espèce de candeur, d'émerveillement même devant les prodiges. Et puis il faut dire que jusqu'à maintenant, c'est comme ça qu'on nous présente les nanotechnologies, en nous faisant rêver. Et devant ce rêve d'une révolution scientifique apportant des bienfaits dans tous les secteurs, finalement, on peut avancer assez vite avec le plaisir. On arrive à engouffrer pas mal de savoir, d'informations. Sauf que là, j'ai découvert qu'en réalité, ce qu'on nous cachait maintenant, et ce qui inquiète d'ailleurs de plus en plus de scientifiques, même spécialisés dans les nanos, c'est que derrière le rêve, eh bien, il y avait un cauchemar. Et c'est comme quand on rêve, le cauchemar peut arriver très vite. Oui. Sauf que là, les acteurs économiques et les lobbyistes, on va dire industriels, font tout pour nous cacher justement l'arrivée du cauchemar et le fait que, eh bien, ils nous ont mis dans une situation dont on verra en détail, elle est vraiment extrêmement dangereuse. Mais oui. Et oui, on va le voir vraiment dans le détail. Alors, évidemment, quelques mots qu'on va faire partir de cette phrase mythique répétée par l'immense physicien américain Richard Feynman, qui était un grand amateur de bongo, de drague dans les bars des hôtels, et en particulier lors d'une conférence a dit « il y a beaucoup de choses à faire en dessous ». Oui. Pas en dessous des bongos, évidemment, mais dans la matière. C'est ça, il y a beaucoup de place, il y a Voilà, beaucoup de place en bas. Il y a beaucoup de place en bas, c'est-à-dire dans l'infiniment petit. Ce qu'il n'a pas imaginé à l'époque, c'est qu'il y allait y avoir finalement beaucoup de monde aussi qui allait se précipiter en bas. On va dire toutes les multinationales de la planète aujourd'hui sont en bas. On va donner d'ailleurs quelques chiffres. On va quand même rappeler quelques définitions pour vraiment qu'on puisse se rendre compte. La définition stricte d'un nanomètre, on va le donner en comparaison, un nanomètre, dont le symbole s'écrit NM, c'est quelque 1 milliardième de mètre. Alors pour faire une idée approximative, ce 1 nano, c'est-à-dire 1 milliardième de mètre, c'est 10 000 fois plus petit que l'épaisseur d'un cheveu. Ça a à peu près la taille d'une molécule. Par comparaison, un atome fait 0,1 nanomètre. L'atome, bien évidemment, c'est la brique de construction des nanoobjets. C'est une définition sur laquelle on va revenir d'ailleurs, mais il y a une espèce de malice. Est-ce que c'est parce qu'on sait que les produits chimiques sont sous surveillance mâle, d'ailleurs, bien évidemment, mais est-ce qu'on peut considérer ça comme un objet physique ou un objet chimique? Alors, les partisans des nanos, les théoriciens des nanos, ils ont cette malice, ils disent que c'est un objet physique. C'est pas comme la mauvaise chimie qui pollue les champs. Non, c'est physique, c'est physique. Alors, l'enjeu est considérable, en fait, derrière cette définition, Oui. cette décision. Est-ce que c'est chimique, est-ce que c'est physique? L'enjeu, c'est tout simplement que si on accepte l'idée que les nanos, c'est juste du physique, alors ça leur permet de passer entre les mailles de la législation qui les aurait obligés déjà depuis 20-30 ans à tester les effets
toxiques en fait des nanos. Et avec cette argutie, et pour moi c'est vraiment une argutie qui consiste à dire c'est physique, c'est pas chimique, alors qu'il s'agit quand même de mettre en place de nouvelles molécules avec de nouvelles propriétés. Donc on est bien dans le domaine de la chimie aussi. Une chimie sans physique, ça n'existe pas. Une physique sans chimie, ça n'existe pas. Donc quand on produit des substances, hein, et là il s'agit bien de produire des substances qui ensuite vont être incorporées à d'autres substances. Mais cette argutie, l'air de rien, elle a permis de lancer des opérations de lobbying en direction du législateur français et européen et international, et ça leur permet tout simplement d'échapper encore au programme REACH, c'est-à-dire l'obligation depuis 2006 de tester les substances que l'on met sur le marché. Pas de données toxicologiques, pas de marché, c'est la formule clé de REACH. Et aujourd'hui, eh bien, il faut savoir que les industriels mettent sur le marché des substances qui n'ont pas été testées, alors que les connaissances toxicologiques déjà accumulées montrent qu'on est dans une situation de très grande toxicité pour la plupart d'entre elles. Donc on est dans une situation totalement aberrante. Ça dure depuis déjà très longtemps et le législateur, très curieusement, n'a toujours pas mis en place un REACH 2 ou un alinéa intégrant les nanos pour obliger les industriels à tester. Et puis de toute façon, c'est un sophiste vrai. C'est un sophiste évident, pardon. Si on regarde, si on fait un anneau carbone, on va utiliser évidemment des atomes de carbone. Donc là, il y aura à l'ordinaire pas ce qui se passe dans la chimie où on essaie de synthétiser des produits mélangeant ou conjuguant plusieurs molécules. Bon, là, il s'agit d'atomes de carbone. Très bien, très bien. Mais où ça rentre immédiatement dans la chimie, c'est quand on fait un petit atome, une petite nano de carbone, et puis qu'on met un petit atome d'or, par exemple. Absolument. Là, ça devient de la chimie, là. Absolument, on est dans la molécule. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que l'application, justement, des nanos, elle est chimique. C'est-à-dire, et là où elle pose des problèmes, c'est précisément aussi dans sa réactivité vis-à-vis de l'organisme, c'est-à-dire vraiment dans les échanges qui sont physico-chimiques. Au niveau de la cellule, par exemple, la toxicité ou la capacité même pour la nano d'entrer dans le noyau de la cellule, de détruire l'ADN ou d'entraîner des ruptures des brins d'ADN, on est vraiment là au niveau de la chimie, on est dans des réactions sur les protéines, etc. Et on va voir où ça se faufile. En tout cas, on peut peut-être rappeler, parce que le terme est bien adapté, vous parlez d'essor, on peut dire aussi le boom, à travers quelques chiffres d'ailleurs, c'est qu'à partir du moment où ont été conçus ces nanos, à la dimension encore une fois nanométrique, 1 milliardième de mètre, il y a eu une espèce d'engouement universel, on peut dire. Et par exemple, si on regarde un certain nombre de chiffres, très très vite, le marché en 2008 représente 500 milliards, il atteint 2 à 3 000 milliards de dollars en 2015. Voilà, ça c'est ce qui est prévu pour 2015. Il faut dire que les agences d'évaluation de ces marchés, qui sont en conflit d'intérêts complet avec les producteurs de nano, ont tendance à donner une vision très optimiste, qui permet d'ailleurs à ces multinationales de recueillir des fonds publics, puisque l'État aujourd'hui et les collectivités locales sont devenus aussi, font partie des principaux investisseurs dans les nanos. Oui. Autrement dit, les États n'ont plus l'indépendance aujourd'hui de jugement, on va dire. Ils ont tous intérêt finalement à ce que cet engouement des nanos continue le plus longtemps possible, sinon, d'une certaine façon, c'est déjà la ruine. Hein. Ce qui a été investi dans les nanos est prodigieux. Les collectivités locales, je le disais aussi, sont devenues des investisseurs colossaux. Autrement dit, plus personne parmi les décideurs politiques et économiques n'a intérêt aujourd'hui à ce que le marché des nanos se réduise ou périclite devant justement des problèmes, notamment de santé publique. Alors restons juste un instant là pour montrer rapidement la confusion des styles, puisque vous venez de dire qu'il y a un financement d'ordre public. Quand on parle, il y a la recherche fondamentale, très bien, la noblesse, il y a la recherche appliquée, où on voit ce que l'on peut développer comme produit, comme principe, comme moyen.
on peut prendre des brevets quand on est dans la recherche publique, bien sûr. mais évidemment, après, ça devrait sauter intégralement dans le domaine privé. Ça devrait être là le rôle des... Or, ce qu'on voit, on va prendre l'exemple d'ailleurs pour la France, pour montrer encore une fois, je ne sais plus quelle est l'année, on peut dire à partir de 2006, grosso modo, il va y avoir des investissements extrêmement importants du point de vue des pouvoirs publics pour les nanos. En fait, ça a commencé dès la fin des années 90. C'est on ça, a voilà, oui. une progression d'année en année, on voit vraiment les choses progresser. Aujourd'hui, au niveau de la France, on peut à peu près calculer grosso modo, parce que c'est très compliqué, ces calculs finalement vont savoir ce que l'État véritablement met Oui. comme argent public donc pour le développement des nanos. Et encore une fois, ça va aux très grosses entreprises et à leurs start-up, on va dire, et à leurs entreprises satellites. Oui. Mais cet argent aujourd'hui en France correspond à peu près à 1 milliard d'euros par an. À un moment où on nous dit qu'il faut réduire les dépenses publiques, voir cet argent aller vers les plus grosses entreprises, celles qui font le plus d'argent aujourd'hui, alors que c'est la crise, là on peut évidemment s'interroger. Alors, évidemment, énorme centre à Grenoble, à Saclay, une concentration formidable, tout le monde est là. Oui, oui. À commencer par Polytechnique, bien évidemment. Bien sûr. Toutes les grandes écoles sont là maintenant. Voilà, toutes les grandes écoles sont là. Qu'est-ce qu'on peut rajouter comme grand centre sur la France? Bon, Grenoble, c'est sûr. Alors Grenoble, Lyon, oui, bien évidemment. Paris avec Saclay. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ces grands centres comme à Grenoble, par exemple, non seulement concentrent des chercheurs, disons, de vocation dans le public, CNRS, CEA, etc., mais qui sont souvent, la plupart du temps, même sous contrat, en fait, avec le privé. C'est le destin aujourd'hui de plus en plus de chercheurs, hélas. Je note aussi au passage que la dimension toxicologique des nanos, qui normalement est financée aussi, ça représente à peu près 1 ou 2% du budget total. Aujourd'hui, la toxicologie est complètement sinistrée. Il n'y a plus, en France, de toxicologues indépendants. On a fermé les dernières filières de formation à la toxicologie, donc à l'évaluation de la toxicité des produits. Un des seuls qui reste, c'est André Picot, qui est à l'âge de la retraite et qui déplore évidemment, lui, la situation. Si on n'a plus de toxicologues indépendants en France pour évaluer les produits, donc on va avoir des toxicologues qui sont complètement juges et partis, c'est-à-dire liés à l'industrie qui les emploie et qui ont tendance évidemment donc du coup à rendre des études plutôt rassurantes et à faire oublier les études qui elles ne le sont pas du tout. Alors là, c'est vraiment, utilisons le mot scoop, mais en tout cas me concernant, je ne pouvais pas imaginer que dans cette situation de novation de produits permanente, il n'y ait plus de laboratoires nationaux importants regardant la toxicité, là c'est à l'évidence même une des conséquences de santé publique si la chose n'existe plus. Alors on a encore quelques institutions, mais qui sont pieds et mains liés, dont je dénonce la situation d'ailleurs depuis des années, l'INRS par exemple, l'INRS où on a des toxicologues qui travaillent en particulier sur les risques de développement de pathologies liées aux produits chimiques chez les travailleurs exposés, et on verra qu'il y en a beaucoup de travailleurs exposés. Il y en a aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers. Enfin, c'est hallucinant. Rien que pour la France, il est extrêmement difficile aujourd'hui d'identifier même les entreprises qui échappent aux produits nano, parce que très souvent elles en manipulent sans le savoir. Quand ceux qui leur apportent les matières premières ne leur signalent pas qu'il y a des nanos dedans, et la plupart du temps, c'est justement le cas. Eh bien, l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité, qui travaille pas mal sur les nanos. Il faut rappeler que c'est une association 1901, créée par les industriels et financée par les industriels, même si aujourd'hui il y a un cofinancement public, et qui traditionnellement a toujours été sous la haute surveillance précisément des industriels qui décident, régulièrement il y a eu des scandales que j'ai pu dénoncer, qui décident des études qu'on va réécrire, qu'on fait réécrire par la direction pour faire disparaître les morts et les malades. Vous voyez, on a eu le cas notamment sur l'aluminium étudié chez Péchinet, enfin bon, des séries de scandales comme ça, c'est un vrai problème. On est dans une situation où les toxicologues aujourd'hui ne peuvent pas jouir de l'indépendance fondamentale, inaliénable, puisque c'est quand même la science qui vient aujourd'hui nous protéger contre cette surabondance de produits toxiques inédits.
Alors évidemment, avec des intérêts indirects, on peut faire cette incise aussi, qui fait qu'il y a conflit d'intérêts dans le rôle de l'expertise. C'est-à-dire qu'on peut entendre cette phrase qui est absolument hallucinante concernant un produit, par exemple. On a donc un collège d'experts qui va se réunir pour le regarder, et on va constater qu'il y a des gens qui travaillent dans l'industrie et qui font à peu près la même chose. Et la réponse est, oui, mais si cet expert est là, c'est parce que justement, il travaille sur le produit. Alors voilà, ça a Ce été, qui est le comble du comble, quoi. c'est l'argument que produisent, par exemple, les grandes firmes pharmaceutiques depuis toujours. Donc on note évidemment que les experts qui travaillent à l'agence du médicament, chargés d'autoriser les médicaments en fonction justement de leur toxicité, de leur rapport bénéfice-risque, eh bien, à 80%, ils ont des liens d'intérêt importants avec les firmes pharmaceutiques en question. Et quand on les interroge, à chaque fois, c'est « Ah bah oui, mais ce sont les meilleurs experts, donc c'est normal que l'industrie les fasse travailler et les prenne eux. » Et au lieu de dénoncer le fait qu'aujourd'hui, l'État ne se donne plus les moyens d'une expertise indépendante et qu'il délègue le dossier, comme il l'en fait dans le cadre de l'amiante, par exemple. C'est ça l'explication du dossier de l'amiante. C'est qu'on a délégué aux industriels eux-mêmes et à leurs experts rémunérés l'expertise des risques. Donc ça donne quoi? Eh bien ça donne des experts qui cachent, qui minimisent systématiquement et qui souvent d'ailleurs confondent l'évaluation des risques avec la gestion économique du risque, c'est-à-dire des toxicologues qui intègrent la dimension économique de ce qu'ils vont dire. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc qui ont tendance à ce moment-là à rassurer tout le monde. Suite donc de ce rendez-vous de Continence, toujours en compagnie de Roger Langlais, à essayer de comprendre ces nanos qui sont franchement toxiques. Alors là encore, pour donner un chiffre, pour donner quelques réalités, hein, vous dites que 250 000 tonnes en 2008 de nanos ont été absorbés dans des produits divers. Je redonne encore une fois le chiffre tellement il me semble gigantesque, 250 000 tonnes en 2008. Alors ça, 250 000 tonnes, c'est juste pour une catégorie de nanos Oui. particulièrement utilisée. En fait, on a en 2008 déjà des centaines de milliers de tonnes de différentes nanos, parmi les plus utilisées. On peut citer donc celle qui pose d'ailleurs le plus de problèmes sur le plan de la santé, c'est le nano-argent, Oui, le nano-carbone, oui. les nanosilices, 3 nanos qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui massivement dans la chaîne alimentaire industrielle, c'est-à-dire dans les aliments. Alors, je vais vous poser, Roger Langlais, la question sous sa forme la plus générale, parce que évidemment, pour entrer dans le détail, il nous faudrait beaucoup de temps, et autant lire votre livre pour voir ce qui se passe. Mais est-ce qu'on peut faire un constat d'ordre général, c'est que pratiquement toutes les grandes instances, qu'elles soient françaises, qu'elles soient européennes, voire mondiales même, on pourra peut-être regarder un contre-exemple avec l'OMS, quoique, d'une certaine façon, il y a sans arrêt la grande chanson, c'est l'avenir absolu, on va faire des merveilles, les nanos vont tout nous faire, nous permettre. Et puis bon, il y a peut-être quelques difficultés, il y a peut-être quelques toxicités, pardon, qui se cachent quelque part. Quel est le tableau que vous pourriez faire rapidement? Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas un seul organisme, à part celui qui dépend du ministère de l'Environnement, dont j'oublie le sigle, c'est l'ANSES, oui. Oui, c'est ça. Ah, oui. Qui a le souci de regarder. Alors, justement, ça c'est intéressant, c'est que effectivement, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire environnementale, l'ANSES a été créé au départ, ça s'appelait l'AFSET. Hein. Il y avait l'AFSET qui s'occupait de l'environnement et du travail, et il y avait de l'autre côté un organisme similaire qui lui s'occupait uniquement des aliments. Bon. André Ascheri, le député André Ascheri, qui est à l'origine de la création de l'Agence de sécurité sanitaire environnementale, avait fait mettre dans la mission vraiment de cet organisme de rendre, c'est sa vocation à cette agence, de rendre des expertises sur le danger des produits indépendantes du monde industriel, indépendantes de la pression des industriels. C'était ça la vocation. Oui. Et hélas, on a vu dès le premier rapport d'ailleurs sur les ondes électromagnétiques, notamment des antennes relais, on avait pu dénicher avec quelques amis journalistes, notamment Éric Giacometti, je me souviens, le fait que certaines pages avaient été tout simplement photocopiées
reproduites à partir de rapports d'Alcatel et d'autres opérateurs de téléphonie. Vous voyez, on avait pu dénoncer la situation. Ensuite, donc, les choses sont rentrées dans l'ordre. Et comme expliquait André Esquiri, le problème avec les lobbyistes industriels ou les experts dépendants des industriels, c'est que vous les chassez par la porte et ils rentrent par la moindre faille de l'institution, comme des cafards en permanence. C'est une invasion, littéralement. Et c'est ça, le sport, on va dire, national des lobbyistes industriels, c'est de pénétrer et de phagocyter même les commissions d'expertise. Il y en a une qui se réunit aujourd'hui, par exemple. Oui. Une commission totalement informelle. Alors ça aussi, c'est toujours extraordinaire. Le manque de transparence complet, le fait que c'est informel. Donc, un groupe de travail qui se réunit pour essayer de définir et d'améliorer la déclaration obligatoire en France. Vous savez qu'il y a une obligation obligatoire des producteurs de nano aujourd'hui en France. C'est le seul pays pour l'instant. Au moins, on est un peu en avance là-dessus, même si on est très en retard dans l'absolu. Et ce groupe de travail qui vient définir donc les critères d'obligation de déclaration, on retrouve qui? L'Union des industries chimiques, le MEDEF, Unilever, Nestlé, etc. Et en face, du côté de la société civile, on a qui? On a deux malheureuses associations, Avicenne. Oui. Et Avicenne, je peux vous dire que c'est pas beaucoup de monde, c'est des. Et ils travaillent pourtant. Et ils travaillent beaucoup, et c'est pas beaucoup de monde. C'est admirable le travail qu'ils peuvent faire de veille. Ils sont là. Sur les nanos. Et évidemment, comment peuvent-ils peser? Leur avis ne pèse pas face à ces monstres en face. Et puis ainsi que les grands ministères, industrie, économie, etc., qui sont évidemment totalement acquis, on va dire, au discours des industriels. Même d'ailleurs. Pour parler du MEDEF, on a le syndicat patronal, donc, mais en face, on n'a aucun syndicat ouvrier, vous voyez. Voilà, la situation aujourd'hui, à qui on confie les commandes pour définir la politique, on va dire, de prévention sur les nanos. Oui, ça ressemble beaucoup d'ailleurs, cela dit, semble-t-il, les très très grands sénateurs, du haut de leur très très grande sagesse, ont voulu y mettre fin, mais dans le lobbying pharmaceutique, il y avait des promotions avec des stands dans l'enceinte du Sénat, qui est une enceinte publique. Absolument. C'est comme si j'allais au Sénat vendre, aller au hasard Balthazar, quelques merguez ou quelques falafels, quoi. Les cigarettiers l'ont fait jusqu'à très récemment, jusqu'à ce qu'on dénonce vraiment la situation. Et il faut savoir qu'à propos des sénateurs, justement, j'ai découvert, dans le cadre de mon enquête, des rapports montrant vraiment noir sur blanc la manière dont les politiques, sénateurs et autres, se sont entendus avec les industriels pour dire on va absolument éviter ce qui s'est passé avec les OGM, c'est-à-dire le boycott par les consommateurs, qui est une des victoires importantes, modernes, on va dire, des consommateurs en France et en Europe sur les OGM. Et pour éviter ce qui s'est passé avec les OGM, ils ont décidé ensemble de mettre les Français devant le fait accompli d'une diffusion des nanos partout, en pariant sur le fait que les gens, une fois qu'ils seraient habitués aux produits contenant des nanos, eh bien, ils n'allaient plus s'en passer et ils allaient banaliser cette relation. Et sur la question de la santé publique, eh bien, tous ces gens se sont entendus pour dire que ces préoccupations de santé publique sont des angoisses populaires, des fantasmes, d'une imagination échauffée, etc. Et quand vous leur demandez à ces mêmes gens, à ces mêmes élus, là, en l'occurrence sénateurs, mais la toxicologie, mais l'épidémiologie, là-dedans, quand même, elles doivent pouvoir jouer un rôle si on cache les choses. Donc, ces spécialistes n'ont pas pouvoir travailler. Et la réponse, c'est en général, que j'obtiens des élus, c'est vous avez dit la toxicologie, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que leur culture en santé publique et en prévention est nulle. Ils pensent tout simplement que ce n'est pas l'objet de science, ce n'est que du fantasme populaire. On va le voir après. En tout cas, je me permets de vous citer. C'est un passage de votre ouvrage dans un sous-chapitre qui s'appelle La Nouvelle Révolution Industrielle, et c'est page 127, je donne toutes ces précisions. Je vais essayer de le lire pas trop vite, mais en même temps je vais le lire relativement vite pour vous donner le tournis, et pour vous donner là encore une image panoramique de ce que sont ces nanos. On ne compte plus les industries qui, dans le textile, les métaux, les verres, les plastiques ou le traitement des cuirs incluent des nanos pour rendre leurs produits plus rigides ou plus élastiques, plus étanches, plus filtrants, plus transparents ou plus colorés, plus solides ou plus fluides, plus lisses, moins salissants. Les skis glissent plus vite, les pneus et les semelles adhèrent mieux, les raquettes de tennis et les clubs de golf sont plus légers et réactifs, les cirages plus protecteurs, les armements plus résistants à la chaleur et les véhicules militaires moins pénétrables aux missiles rendus eux-mêmes plus pénétrants. La surface des appareils électroménagers résiste mieux aux chocs, aux rayures. Le verre des fenêtres, des pare-brises de voitures
chaussures et des lunettes devient intelligent, il s'auto-nettoie en détruisant la saleté qui s'y dépose, s'auto-répare en cas de choc, varie et teinte plus efficacement, neutralise mieux les reflets, gère les variations de température, inclut les capteurs tactiles et les puces délivrant les informations. Ouf! Donc on aura là compris que c'est vraiment partout. Et évidemment, puisqu'on va venir ensuite, après notre petite pause, sur la pénétration, cette fois, de ces nanos dans le corps humain, et la toxicité qu'ils peuvent entraîner du point de vue médical, mais encore une fois, c'est partout, quoi. C'est-à-dire que on voit très bien les pneus, mais les pneus, on peut tout de suite se poser la question. Il y a des nanos, et au moment de leur usure, et a fortiori du freinage, les nanos se répandent partout, et les nanos, ce sont des nanoparticules que on inhale. C'est la grande voie de passage tout le temps. Voilà, on en inhale en permanence aujourd'hui, on en mange aussi, puisqu'il y en a beaucoup dans les aliments. On en inhale aussi à l'occasion des textiles contenant des nanos, Oui. donc on verra peut-être en détail, mais des sous-vêtements jusqu'au pull aujourd'hui, on peut avoir donc des nanos dedans qui ne sont pas affichés, qui ne sont pas étiquetés. Hein. La célèbre chaussette qui ne pue pas, vous ne sortez pas des pieds, mettez la chaussette nano. Bon. Voilà, grand progrès pour l'humanité. On a aujourd'hui des sous-vêtements auto-nettoyants, voyez, qui eux-mêmes répandent du nano-argent, notamment après le passage en machine à laver, mais enfin en cours d'usure. Eh bien voilà, passé le mi-temps de ce rendez-vous de Continent Science en compagnie de Roger Langlais. Et concernant les nanotechnologies, alias évidemment comme on a commencé à le voir, nanotoxiques, et donc cette enquête minutieuse. On pourrait peut-être, avant de mobiliser plutôt une enquête et une position de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l'AFSA, de 2009, qui dans un rapport sur les nanos concernant cette fois l'alimentation humaine, a préféré, comme vous le dites, invoquer le fait que les études sur les nanos intégrés aux aliments étaient encore trop éparses et sans méthodologie d'évaluation bien spécifiée. Mais, vous rajoutez, ces conclusions sont fermes, le développement de travaux de recherche doit être soutenu, on est encore pro-nano, dans l'attente de données pertinentes, notamment sur l'absorption, et on va y passer, digestive. Car là, la prudence s'impose à l'égard de l'utilisation des nano-alimentations. Oui, alors la position de cette agence, dont il faut rappeler qu'elle est depuis sa création sous le haut contrôle du ministère de l'Agriculture, qui est malheureusement un des ministères les plus phagocytés par les lobbies industriels, agroalimentaires. Depuis que je regarde ces rapports, on est souvent un cran en dessous, on va dire, des rapports de l'AFSET, puisque ça se recoupe pas mal quand même, environnement, alimentation. De temps en temps, l'AFSET déborde un peu, d'ailleurs, pour parler des aliments, bien que ce ne soit pas dans le cadre de ces missions, se fait rappeler à l'ordre, oui. Parce qu'évidemment, les ministères craignent toujours que se trouvent, du coup, mis sur la place publique des études qui ne sont pas contrôlées par le ministère de l'Agriculture. Oui, alors aujourd'hui, on a globalement, on va dire, le politique et l'administration se réfugient derrière cet argument qui revient sans cesse, qui consiste à dire la nanotoxicologie, la toxicologie des nanos n'est pas encore assez développée, donc pour prendre des mesures, il faut attendre, etc., etc. Mais il n'y en a plus. Et puis, plus. Voilà. Et par ailleurs, voilà, on a fermé les filières de formation à la toxico, etc. Et puis, en fait, à l'enquête, il apparaît que cette position ne sert qu'à gagner du temps, à donner du temps aux industriels pour nous mettre devant le fait accompli et nous habituer en fait à utiliser les nanomatériaux aujourd'hui qui rentrent dans tout un tas d'appareils au quotidien et qui nous apportent des joies, des conforts auxquels on s'aliène facilement. Et donc cette situation, en réalité, cache le niveau de documentation scientifique sur la toxicité des nanos, qui est déjà extrêmement important, et qui l'était déjà dès le début des années 90, notamment à travers la toxicologie de ce qu'on appelle les PUF, les particules ultra fines,
qui sont les particules de dimension nanométrique, justement, qui étaient produites notamment par l'industrie, les fumées industrielles, etc. Oui, Et ça, notamment, on peut dire même depuis plus longtemps. depuis, Bon, voilà, depuis les années 70. c'est de la même, matière hein. finement divisée, Voilà. et donc... Donc seulement cette matière était produite non intentionnellement, C'est ça. c'est-à-dire c'était pour l'essentiel donc des rejets Des de fumée sous-produits. industrielle, des Oui. sous-produits, et en particulier des particules diesel, Mhm. déjà bien documentées non seulement sur le plan toxicologique comme cancérigènes, et comme problématique pour au niveau cardiovasculaire, mais et avec des morts, beaucoup de morts. Eh bien, les PUF, les particules ultrafines de diesel, étaient aussi documentées sur le plan épidémiologique. Hein, pas seulement toxicologique, on comprend les mécanismes de la toxicité, mais aussi l'impact sur la population déjà énorme. C'est ça, dans le registre de la santé publique. Donc Dans ce le cas-là, registre de la bien santé sûr, publique. bien Donc ce sûr. qu'on savait sur les particules ultrafines, là, je pourrais parler d'autres fumées industrielles Mhm. que les particules diesel, ce qu'on savait déjà sur les particules ultrafines, donc de dimension nanométrique, aurait dû imposer au pouvoir public la mise en place immédiatement, avant qu'on mette Oui. sur le marché ces milliers d'applications nanotechnologiques, et ils sont créés des nouvelles chaque semaine, aurait dû mettre en place un goulot d'étranglement, c'est-à-dire une évaluation toxicologique, comme le prévoit REACH, qui oblige les industriels à tester et à garantir l'innocuité de leurs substances avant de les mettre sur le marché. Voilà, Or, ça n'a montrer pas qu'il été n'y a pas fait. de propriété négative, et ça n'a pas été fait. Donc, Et donc ça n'a pas été fait, et donc les études toxicologiques sur les particules de dimension nanométrique, c'est-à-dire sur les nanoparticules, eh bien, ont été tout simplement dissimulées, on va dire oubliées, avec une complaisance des politiques vis-à-vis des industriels, qui m'apparaît, moi, comme non seulement criminelle, au sens vraiment strict du terme, là, j'ai pas peur de le dire, mais comme préfigurant des mouvements de contentieux, surtout avec l'apparition des classes actions aujourd'hui. Là, vous savez que c'est en préparation cette loi qui va permettre d'agir en justice de façon groupée, Oui. notamment sur les problématiques de santé. Donc les victimes seront plus isolées, elles pourront se regrouper, trouver des avocats qui portent leur action. Ça, c'est sur l'expérience de l'amiante, hein, grosso Et modo. voilà, hein, l'amiante est le dossier phare, hein, dans Oui, le c'est domaine. ça, c'est C'est-à-dire le dossier phare et modèle. Hein. Voilà, il ne faut pas oublier d'ailleurs que les fibres d'amiante ont une dimension justement nanométrique. Hein, c'est quelques centaines de nanos de diamètre, souvent ces fibres d'amiante, et c'est justement ce qui pose le problème, c'est-à-dire qu'à cette dimension, la fibre peut traverser l'organisme. On sait aujourd'hui, on trouve même des résidus de fibres qui passent la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire qui protègent le cerveau. On va y venir. Comme beaucoup de nanos aujourd'hui, notamment celles qui sont plus utilisées, elles passent la barrière qui protège le cerveau et vont évidemment s'amuser avec les neurones, et ce qui donne lieu à une destruction neuronale assez typique qu'on retrouve dans des maladies comme Alzheimer et autres. Eh bien, insistons justement, Roger Langlais, sur ce point, parce qu'il est assez significatif hein, de cette invasion possible par toutes les voies. Bon, grosso modo, c'est par l'inhalation. Alors, inhalation, Majoritairement. oui, par les voies digestives aussi, hein, Voilà. parce que ça gagne vite le sang, ça traverse la paroi, Ça passe la paroi intestinale. absolument. D'accord. Et puis aussi Et donc, ça rentre dans le sang. cutané. Et cutané, Et cutané, ça rentre assez voilà. vite dans le sang aussi par la peau. Alors, ce qui est le plus étonnant, insistons d'ailleurs, peut-être pour faire peur, justement, faire prendre conscience, c'est que s'il y a un organe qui dépense, d'ailleurs, tout le temps, 20% de l'énergie physiologique produite par notre corps, c'est le cerveau. Et là, la sélection naturelle a construit des moyens de défense. Bon, il y a la barrière intestinale, bien sûr, mais vous avez cité la barrière cérébrale, cérébrale-spinale. Voilà, la barrière hémato-encéphalique, Voilà, qui c'est ça. est très performante, parce que c'est l'organe le plus sensible, on va dire, le plus Bien décisif. sûr. Or, les industriels, finalement, en l'espace de 20 ans, là, ont mis au point et diffusé sur le marché des substances qui ne prennent aucun compte, finalement, de ces millions d'années au cours desquelles les organismes ont appris à développer des défenses vis-à-vis des substances exogènes, vis-à-vis des poisons. Et on se retrouve aujourd'hui avec des milliers et des milliers de nouveaux poisons partout, auxquels l'organisme n'est absolument pas préparé. Et à mon sens, là on est vraiment dans un tournant historique du point de vue de la santé publique. On revient littéralement à la préhistoire de la prévention, avec ces histoires de nano. On revient à la préhistoire de la prévention, c'est-à-dire à une situation où ce sont nous, maintenant, les cobayes, directement. Alors, les rats de laboratoire, c'est la population générale, et nos organismes vont devoir obéir à une espèce de sélection qui n'est plus naturelle, du coup, mais une sélection, on va dire, économique, littéralement. Je dirais le paramètre santé semble avoir complètement disparu
de cette politique de croissance. Et l'idée, à mon avis, ce qui va s'installer très vite, c'est que finalement, le prix du progrès va être sanctionné par des morts, des malades. Bien sûr. Et tout le monde, finalement, aujourd'hui, semble presque prêt à l'accepter. Oui, peut-être par ignorance souvent. En tout cas, on peut se retrouver devant cette situation où les Alzheimer, évidemment, des Alzheimer de gens relativement jeunes peuvent arriver, ils ne sont pas fréquents, c'est une maladie de vieillesse. Alors attention, Mais on dit souvent qu'ils ne sont pas fréquents. En France, les études épidémiologiques montrent quand même qu'aujourd'hui, on a 55 000 cas de jeunes Alzheimer. Hein, c'est-à-dire de gens avec des Alzheimer parfois qui apparaissent dès l'adolescence. C'est ça. Et donc, s'il y a une concentration de nanocarbone à l'intérieur du cerveau et s'accumulant, puisque de toute façon, là, il n'y a évidemment pas, ça n'a rien à voir avec un agent infectant, comme on l'entend d'habitude. Oui, on n'est plus du tout dans le modèle pasteurien de l'infection, c'est pas des microbes. C'est pas un virus, voilà. C'est pas une amibe, c'est donc un petit objet, un petit artefact humain qui va s'accumuler gravement et qui va faire donc de la matière, je ne sais plus, je crois que c'est la matière blanche. Et on peut même se retrouver avec des bébés qui auraient l'Alzheimer dans ce cas-là aussi. Alors justement, pas mal d'études, aujourd'hui on a un bon niveau de documentation aussi scientifique, pas mal d'études montrent que les maladies neurodégénératives type Alzheimer, pour une partie de la population, se fabriquent déjà dans le ventre de la mère, hein, avec des neurotoxiques, donc des destructeurs de neurones, qui passent la barrière placentaire, ça passe la barrière et placentaire. qui vont gagner donc le fœtus ou l'embryon et monter donc dans le cerveau. On a aujourd'hui une bonne corrélation d'ailleurs entre les expositions de la mère à des produits toxiques et ce que l'on retrouve donc dans le bébé, enfin dans le fœtus, et notamment dans le cadre d'autopsie, etc. Je vous passe les détails. Mais aujourd'hui, on peut dire que beaucoup de mamans sont devenues des mères neurotoxiques, en fait. Des mères neurotoxiques. Vous illustrez par un schéma la pénétration des nanoparticules dans les cellules, il y en a partout, quoi. Mitochondrie, ça va même dans les noyaux. Oui. Hein, formidable. Donc ça va faire quelques désordres dans l'appareil génétique, hein, ou en tout cas dans Absolument, ça entraîne des mutations génétiques. Hélas, beaucoup de nanos parviennent à rentrer. Passe la membrane. Donc vont s'amuser dans les mitochondries, voilà, si je puis dire. Créent des désordres dans la cellule. Même je dirais la plupart sont cytotoxiques en fait. Hein. Elles créent des phénomènes d'apoptose, de suicide cellulaire accéléré, des processus cancérigènes, et en gagnant l'intérieur du noyau, perturbent, enlacent pour certaines les brins d'ADN. Et d'ailleurs, ça fait naître une autre interrogation au-delà de la mutation génétique et des aberrations génétiques qui peuvent en découler. C'est quelles sont les potentialités de réplication dans l'avenir, au fil du temps, avec ce mélange de l'ADN et des nanoparticules, elles-mêmes capables souvent de durer, qui ont des capacités de durée, de résistance dans le temps fabuleuses. C'est souvent pour ça qu'on les crée d'ailleurs, pour avoir une résistance, une durée très supérieure. Ah, c'est costaud le nano, oui. Voilà. Et donc la question là qui se pose aussi, c'est comment au fil du temps, ce mariage, on va dire, des gènes et des nanos, à quoi il va donner lieu? Est-ce que à quelle mutation du corps, littéralement, et notre magasin génétique, qu'est-ce qui va entraîner sur l'évolution de l'espèce humaine et du vivant en général? Parce que là, on parle de l'homme, mais le vivant en général, c'est-à-dire la faune et la flore, sont aussi concernés par cette contamination. Alors ils imaginent quand même, ils n'ont pas arrêté là, hein, si on reste toujours dans la pharmacologie. Une entreprise qui s'appelle, je crois, BioAlliance, qui teste des nanopolymériques particuliers pour attaquer les tumeurs. Très bien, on se dit là encore, il y a une volonté thérapeutique, ça va marcher. Après ce que vous venez de dire, ça commence à nous faire un peu peur et un peu rigoler. Alors on va faire des espèces de petites machines qui vont pénétrer pour déboucher les artères, c'est bien ça, hein. On nous fait rêver sur les nanos comme panacée universelle qui vont guérir toutes les maladies. Et on a aujourd'hui donc des légions de chercheurs travaillant pour l'industrie pharmaceutique ou le monde médical et qui nous promettent d'éradiquer toutes les maladies, y compris les maladies les plus graves, cancer, Alzheimer justement et autres, et notamment. Alors avec un discours quand même assez amusant, scandaleux en fait en soi, qui consiste à renverser la toxicité pour en faire une promesse médicale. Et par exemple, on nous dit que grâce au nano, on va pouvoir envoyer des médicaments
à travers la barrière qui protège le cerveau, Oui. on va envoyer ces nanoparticules à travers, de façon à réparer les neurones abîmés par le Un processus. petit AVC, tac, tac, j'envoie un petit robot et Exactement. il fait le Et ménage. en oubliant de rappeler que c'est d'abord un facteur des maladies neurodégénératives, le passage Bien des sûr. nanos à travers la barrière hémato-encéphalique, et l'industrie pharmaceutique et ses chercheurs nous présentent ça comme une formidable perspective de progrès pour guérir les maladies. On pourrait parler des autres organes, voilà la même chose. Et d'ailleurs, les médicaments et les dispositifs médicaux aujourd'hui mis sur le marché déjà, avec des nanos, posent un certain nombre de problèmes. On s'aperçoit qu'on les a un peu vite mis sur le marché. Je vous raconterai pas les détails de mon enquête auprès de l'agence du médicament, mais c'est quand même assez croquignol et on a une direction qui n'a pas très envie qu'on aille regarder dans les rapports internes sur les effets secondaires des nanomédicaments et des nanos dans les dispositifs médicaux comme les pacemakers, comme les prothèses, etc., qui aujourd'hui très souvent contiennent des nanos, par exemple du nano-argent pour garantir, vous voyez, Ça a etc. des plus employés, oui. Roger Langlais, vous avez l'habitude d'ailleurs de tomber en téléphone dans des différents organismes sur des braves gens qui font de la com. Un point, c'est tout. D'ailleurs, ça existe de plus en plus pour les organismes, même publics de recherche. On peut pas parler directement avec les chercheurs, il faut passer par la com. Ouais. Donc, il n'y a rien de plus agaçant ou de plus amusant que d'essayer de contourner la com pour pouvoir parler directement avec les chercheurs. C'est le principal travail du journaliste d'enquête aujourd'hui, c'est c'est de passer à travers la com. Nous n'avons pas prévu de communiquer là-dessus. C'est la Absolument. grande phrase. Hein. C'est la grande phrase qu'on a C'est souvent répétée. l'élément de langage de nous n'avons pas prévu de communiquer là-dessus. Oui. Alors ça, on a ça dans les ministères, on a même ça à l'ANSES, on en parlait tout à l'heure, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Et alors justement, je les avais contactés entre autres sur la question sur certains dossiers, certaines études menées à propos du nombre de fabricants de nanos en France. Beaucoup plus important, donc il s'avère que c'est beaucoup plus important que ce que les autorités imaginaient. Aujourd'hui, en nombre de déclarants, on est à peu près à 1000 déclarants de producteurs de nanos. Il y en a sans doute beaucoup plus qui les utilisent et qui les incorporent à des C'est matériaux, ça. parce que comme on le Et parfois, disait, ils ne le savent pas. beaucoup se réfugient derrière le fait que on ne sait pas si on en a, Oui. d'accord ? Ça vient d'Allemagne si on est en France, Voilà, ça vient de France si on est en de Allemagne. partout dans le monde et même de France d'ailleurs. Et puis donc à peu près pour 3500 déclarations d'utilisation. Là, on est simplement dans la situation française. On peut dire qu'aujourd'hui, on a des milliers et des milliers de produits qui contiennent des nanos, encore une fois, dans tous les secteurs, y compris les cosmétiques. On l'a pas évoqué tout à l'heure, mais là aussi, ça pose un gros problème parce qu'on sait que ça peut passer à travers l'épiderme et voyager dans l'organisme. Et avoir des conséquences pathologiques. Et avoir des conséquences pathologiques, bien sûr. Je pense en particulier aux nanoparticules de dioxyde de titane qu'on trouve dans des crèmes, des pommades, et en particulier dans les crèmes solaires. Pour les rendre simplement plus transparentes, pour que ce soit plus esthétique, comme on dit, sur la peau, que ça se voit moins. Le bon critère, des mélanomes gentils. Voilà, le bon critère, si c'est pas marqué sur l'étiquette, je dirais, c'est que si votre crème solaire reste blanche sur la peau, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il n'y a pas trop, ou peut-être pas, de nanoparticules de titane. Par contre, si elle devient vite transparente, c'est le signe, hélas, qu'il y a des nanoparticules de dioxyde de titane. Du côté, par exemple, de L'Oréal, on nous répond qu'aujourd'hui, ils ont solutionné le problème en encapsulant, c'est le mot d'ordre général, on va encapsuler les nanos pour pas qu'elles génèrent des effets toxiques. Or, cet encapsulage des nanos, en particulier dans les crèmes solaires, des études viennent de montrer que cet encapsulage se dissout à l'eau, en milieu aqueux. Donc dès qu'il y a de la sueur, si vous voulez, ou on rentre dans l'eau, quand on se met de la crème solaire, c'est souvent quand même froid. Il y a des moments où on va se baigner, c'est sous le soleil. Et puis on peut suer aussi. Et on peut suer. Et à ce moment-là, donc elles peuvent pénétrer. Surtout, donc voilà, c'est la situation de pénétration en cas de lésion de la peau, de boutons ou de coups de soleil. Alors, quand on se met de la crème solaire, il suffit de regarder sur les plages quels sont ceux qui ont des coups de soleil. C'est justement, en général, en situation de pouvoir avoir déjà des coups de soleil ou d'en recevoir en plus. Donc ça, c'est très inquiétant parce qu'après, par le follicule pileux, etc., les nanos parviennent à rentrer et à gagner les couches profondes de l'épiderme où là, elles peuvent rentrer dans le sang.
Alors passons sur l'obligation de les déclarer. Donc il y a eu 300 réponses, je ne sais plus dans quel organisme, et puis au bout d'un moment on s'est aperçu qu'il y en avait 3000. En plus, là, la tricherie était absolument considérable. Personne n'a rien déclaré, quoi. Oui, et en plus, il y a quand Oui. même on évoquait tout à l'heure la question des définitions. Ce qui est retenu, ce sont ce qu'on appelle les nanodéfinitions officielles, c'est-à-dire entre 1 et 100 nanomètres. Mais au-dessus de 100 nanomètres, on est encore dans les nanomètres. Jusqu'à 999, à ma connaissance, on est dans l'ordre nanométrique et on a des nanos extrêmement toxiques qui peuvent faire 400, 500, 600 nanomètres. Je parlais des fibres d'amiante tout à l'heure, on est là dans les centaines, au niveau du diamètre, dans les centaines de nanomètres. Et en dessous d'un nanomètre, on a encore des nanoparticules qui sont, elles, particulièrement redoutables aussi, parce que l'effet taille fait que elles traversent d'autant plus facilement l'organisme. Il y a un effet forme, et il y a surtout quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est que le principal problème des nanos, c'est l'effet de surface. C'est-à-dire qu'un produit sous forme nanométrique, il est en relation avec l'organisme, avec les cellules, de façon beaucoup plus importante. Plus on divise en fait un objet, et plus sa capacité de surface, son échange, sa réactivité de surface, comme on dit, est importante. Alors je prends toujours l'exemple d'un livre. La surface d'un livre, vous voyez, elle est ce qu'elle est, ça correspond, je sais pas, à peu près à un paquet de sucre, on va dire. Mais si on le divise en 300 pages, eh bien, on multiplie par 300, vous voyez, sa surface qui est en échange avec le milieu, et c'est exactement ce qui se passe pour les nanos, c'est-à-dire qu'on a une toxicité qui accentue généralement énormément la forme classique de la substance. Alors pour conclure, on pourrait prendre la chose par complètement l'autre bout et regarder le cynisme du cynisme financier. Vous avez une page ou plusieurs pages sur le comportement de ce qu'on appelle les assureurs des assureurs, avec la Lloyd, qui, elle, concernant donc tous ces industriels produisant des nanos, ayant évidemment pas été demandé aux pseudo-experts des différentes entreprises, mais ayant trouvé les bons experts pour savoir quel était le taux de toxicité, eh ben, ont répondu la chose suivante, on ne pourra jamais garantir la moindre assurance, parce que les dégâts vont être universels, catastrophiques, incommensurables au sens fort du terme. Oui. La Lloyd, justement, il va totalement à reculons. C'est-à-dire que c'est toujours intéressant de regarder les assureurs, la position des assureurs. On l'avait vu sur l'amiante. À partir du moment où les assureurs se sont retirés, les industriels ont assez vite suivi, finalement, pour les pays comme la France. Sur les nanoparticules, c'est toujours très, très instructif de regarder ce que font les assureurs. C'est leur métier de prévoir le risque et de ne pas se ruiner, mais au contraire de gagner de l'argent avec des risques gérables. Avec les nanos, on est devant, typiquement, un risque qui est devenu ingérable. Comment peut-on faire de la gestion du risque à partir du moment où il y a des nanos partout et on ne sait même plus où il y en a, quel type de nanos, leur toxicité, etc. Donc, on est dans la situation qui avait conduit à l'interdiction de l'amiante. L'amiante, on ne l'a pas interdit parce que c'était un cancérogène, on l'a interdit parce qu'il n'y avait plus de gestion du risque possible. Pour les nanos, c'est le dossier amiante en 1 million de fois pire. Donc, on est dans une situation aujourd'hui, vu la passivité des autorités, et malheureusement la faiblesse des institutions qui sont censées nous protéger, on est dans une situation où ça va être le consommateur qui va devoir réagir. Ouais. La société, mais vraiment la population dans son entier, notamment à travers le choix dans les supermarchés, c'est-à-dire le pouvoir du caddie. On sait, vous savez que 5% des consommateurs qui reculent devant un produit, 5% seulement, une frange donc toute petite, oui. Le mettent à mal. Peut faire reculer les industriels. On l'a vu avec les OGM. C'est parce que la marge... Volé aux hormones, dans le plus vieil exemple. Absolument. Voilà. Et parce que la marge... Le bœuf aux hormones, enfin bref, je ne sais plus. Oui, alors, ou des colorants, etc., cancérigènes. La marge des diffuseurs, et des distributeurs, et des producteurs est tellement faible, et elle repose tellement sur le grand nombre, c'est ça leur force, c'est que finalement, très peu de consommateurs qui décident de ne plus consommer ces produits contenant des nanos peuvent faire reculer les industriels qui, eux, ne parlent que du progrès en disant qu'on ne peut pas passer à côté du progrès, etc. En fait, le progrès, ils s'en foutent complètement. S'ils ne font plus leur marge de bénéfice, vous allez voir que le progrès, ils vont l'oublier tout de suite. Eh bien, on aura compris. Alors moi, pendant un temps, c'est juste pour savoir votre sentiment là-dessus, pendant un temps, j'ai été, du fait de l'activisme très très volontaire de Pièces et Main-d'œuvre concernant la réunion nationale qui démarrait, il y avait 17 villes prévues, 11 ont refusé d'ailleurs, concernant les nanotechnologies. Ils ont fait capoter donc la rencontre de Grenoble, Pièces et Main-d'œuvre. D'une certaine manière,
Vous les appuyez dans ce genre d'initiative. Alors, vous voyez, d'un mot, puisque nous arrivons malheureusement. plus on connaît les enjeux de ce dossier, plus on connaît les scandales en fait sur lesquels ce dossier repose, plus ça rapproche nécessairement de la position de Pièce et Main-d'œuvre. Je pense qu'avec le temps, la position de Pièce et Main-d'œuvre, qui a beaucoup d'ennemis en fait, va au contraire agréger et montrer que leur pertinence était très forte dès le début, c'est-à-dire qu'on nous met dans une situation devant le fait accompli et après l'État prétend organiser un débat public. Or, bon, on voit bien que c'est pour simplement créer du consensus autour des nanos, et cette situation, eh bien, elle est inacceptable. Et Pièce et Main-d'œuvre, précisément, nous a appris très tôt. Leur seule erreur, c'est d'avoir été finalement vigilant, lucide, beaucoup plus tôt que les autres. Donc, avec le temps, il s'avère qu'effectivement, Pièce et Main-d'œuvre, ce type d'action et leur position me paraît d'une pertinence très grande.